Les guerres balkaniques apparaissent comme les prémices du conflit à venir. A prétendu, elles conduisent l'Europe au bord du gouffre. Les guerres balkaniques apparaissent comme les prémices du conflit à venir. A prétendu, elles conduisent l'Europe au bord du gouffre. Le plan créé par le général allemand Schlieffen prévoit le débordement des armées françaises par la Belgique. Pour cela, Berlin ne craint pas de violer la neutralité belge. Les Allemands estiment qu'il faut presque un mois pour que la Russie soit capable d'attaquer par l'Est. En fait, les Russes parviennent à entrer sur le territoire allemand dès le 15 août 1914. Alors que deux armées russes avancent en Prusse orientale, une fulgurante contre-offensive allemande arrête les espoirs de Nicolas II d'une victoire rapide. La 5e armée française et le BEF sont débordés à la frontière belge par 4 armées allemandes. Grâce à une défense héroïque, les soldats français parviennent à ralentir les Allemands à Mons. Reculant depuis le 23 août, les armées françaises se rétablissent sur la Marne. Profitant du désordre entre deux armées allemandes, le général Joffre lance la contre-offensive qui sauve Paris. Après la bataille de la Marne, les deux camps épuisés lancent des manœuvres de débordement. Elles construisent le front de la frontière suisse à la mer. Après une mobilisation laborieuse, deux armées autrichiennes entrent en Serbie. Ce qui semble une affaire facile se transforme en désastre militaire. Depuis août 1914, l'amirauté britannique a manqué des occasions d'intercepter les cuirassés allemands. En janvier 1915, grâce au bon renseignement des écoutes, les croiseurs de bataille britanniques infligent une défaite à leur homologue allemand. L'Empire ottoman décide de diriger ses premiers assauts contre son ennemi héréditaire, l'Empire russe. Mais en attaquant en hiver à travers les montagnes du Caucase, une armée ottomane est détruite. Après l'échec des offensives de l'hiver 1915, Joffre décide d'une double offensive en Artois et en Champagne, afin de briser le front allemand. Après une minutieuse préparation, les fantassins français attaquent en Artois. Les pertes sont énormes, pour des résultats négligeables. L'échec de l'offensive en Artois n'arrête pas les ardeurs de Joffre. Avec des moyens encore plus importants, une nouvelle attaque est lancée en Champagne. Les conditions et les tranchées allemandes provoquent un nouvel échec sanglant. Pour briser le front, les Allemands expérimentent une nouvelle arme, les gaz de combat. Ils sont employés à Ypres, provoquant d'horribles dommages chez les combattants alliés. La bataille de la Crête des Éparges est l'exemple le plus flagrant du massacre inutile des fantassins durant la Grande Guerre. Les unités françaises attaquent durant 3 mois un éperon inutile dans les Hauts-de-Meuse sans résultat. Ne pouvant résoudre le conflit sur le front ouest, les Allemands se reportent contre la Russie. L'offensive déclenchée en avril, entre les villes de Gorlice et Tarnow, entraîne une terrible défaite de l'armée impériale russe. L'impossibilité de percer le front en France conduit l'état-major britannique à tenter de débloquer le conflit en attaquant l'Empire ottoman. Mal organisée et mal commandée, l'opération des Dardanelles aboutit à une nouvelle impasse. Le 21 février 1916, un orage de feu s'abat sur les lignes françaises. C'est le début d'une bataille d'usure qui dure 11 mois. Après avoir repoussé 3 offensives autrichiennes, l'armée serbe est anéantie par les attaques convergentes des Allemands, des Bulgares et des Austro-Hongrois. Une retraite terrible dans les montagnes albanaises. Malgré la bataille de Verdun, les Alliés maintiennent leur plan initial d'une titanesque offensive dans la Somme. Les fantassins britanniques et français attaquent le 1er juillet 1916. Malgré tous les efforts, ils ne parviennent pas à percer les lignes. La bataille du Jutland est la plus grande confrontation navale de la guerre. Si elle tourne tactiquement à l'avantage de la flotte de haute mer, elle résulte en une victoire stratégique britannique, puisque la flotte allemande n'entreprendra plus de grandes sorties. L'offensive commandée par le général russe Broussilov provoque une quasi-rupture des lignes autrichiennes. C'est une des plus grandes défaites de l'Autriche-Hongrie que l'armée russe ne peut exploiter faute de réserve et à cause de l'arrivée de renforts allemands. Après des mois de bataille terribles dans la région de Verdun, le général Nivelle lance une contre-offensive afin de reprendre le fort de Douaumont. Grâce à une étroite coordination entre les moyens offensifs, la place forte est capturée par les fantassins de Mangin. Les Austro-Hongrois lancent une offensive qui surprend les Italiens dans le Trentin. Ils avancent de plusieurs kilomètres avant que les Italiens ne parviennent à stabiliser le front. Cette offensive provoque la chute du gouvernement Salandra. Les Britanniques veulent profiter de toutes les régions pour attaquer les forces de l'entente.
À partir de 1915, ils attaquent le long de l'Euphrate en direction de Bagdad. Il leur faut 3 ans pour arriver à Mossoul. Nivelle, le nouveau chef militaire de la France, a un plan. Une offensive générale contre les divisions allemandes. Très vite, la stratégie se révèle irréalisable et provoque un échec sanglant. Pétain, devenu commandant en chef de l'armée française, lance des actions limitées pour remonter le moral des troupes. La prise du fort de la Malmaison est une de ces actions bien conduites. Voyant les difficultés de l'armée française dans le courant de l'année 1917, le général Haig décide d'une attaque de grande envergure dans le secteur d'Ypres. Mais la boue et les pillbox viennent à bout des combattants britanniques qui ne parviennent pas à progresser. Cherchant à épuiser le plus faible des pays de l'entente, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie attaquent l'Italie. Leur offensive surprise provoque la rupture du front italien et avance jusqu'à la Piave. Pensant remonter le moral de l'armée et du pays, le premier ministre russe, Kerensky, lance une offensive sur le front russe. Après des premiers résultats encourageants, les soldats russes sont mis en déroute par la contre-offensive allemande. Les Britanniques lancent la première grande offensive blindée de l'histoire dans la région de Cambrai. Surpris, les Allemands reculent avant de contre-attaquer avec leurs troupes d'élite, les Strosstruppen. Après la paix signée avec les Soviétiques, les Allemands peuvent transférer leurs divisions à l'ouest. Ludendorff déclenche alors une série d'offensives afin d'épuiser et de détruire les armées de l'Entente. La première de celles-ci entraîne la première rupture du front depuis septembre 1914. Continuant sa stratégie des coups de boutoir, les Allemands lancent une deuxième offensive dans le secteur de la Picardie. Les résultats ne sont pas aussi spectaculaires que lors de la première attaque, mais permettent une nouvelle progression. Poursuivant ces attaques, Ludendorff lance ses forces contre les divisions françaises dans le chemin des Dames. La mauvaise organisation des lignes françaises provoque un désastre et oblige les Français à se replier vers la Marne. Ludendorff veut lancer une dernière offensive pour épuiser les réserves françaises avant d'achever l'armée britannique. Mais prévenu, Foch peut déclencher une violente contre-attaque qui aboutit à une grande victoire pour les Alliés. Une série d'offensives alliées provoque la rupture du front allemand. Pour la première fois depuis septembre 1914, l'armée allemande est mise en déroute. C'est, selon l'expression de Ludendorff, le jour de deuil de l'armée allemande. L'armée belge passe également à l'offensive afin de libérer le territoire national occupé depuis 4 années. La guerre dans le désert trouve sa fin lorsque le général Lenby, dans une manœuvre astucieuse, bat les troupes ottomanes lors de la bataille de Megiddo. Damas est libéré quelques jours plus tard. Foch a prévu une offensive générale afin de repousser les divisions allemandes. Pour cela, les Américains doivent reprendre le saillant de Saint-Mihiel. C'est le premier véritable engagement de l'armée américaine. Sous les ordres de Foch, toutes les armées alliées passent à l'offensive, faisant reculer les divisions allemandes, dont le moral s'affaiblit. L'armée italienne, reprise en main par le général Diaz, lance à son tour son offensive finale en Italie. L'armée autrichienne perd pied avant de se mettre en déroute. L'état-major de Vienne ne peut que signer l'armistice de Villagusti. Les Serbes, les Grecs, les Britanniques et les Français percent le front de Salonique et obligent la Bulgarie à demander un armistice. Ils progressent ensuite vers Belgrade et vers la plaine de Hongrie. En 1888, Guillaume II devient empereur à l'âge de 27 ans. Il entend mener une politique nouvelle et personnelle. Pour contrer la menace allemande, Saint-Pétersbourg accepte de s'allier avec la République française. C'est le principe de l'alliance à revers. L'entente cordiale permet à la France de bénéficier d'une alliance de l'Angleterre en cas de crise grave en Europe. Le système allemand des alliances prévoit un soutien de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie en cas de crise européenne. C'est la Triple Alliance. Après l'alliance franco-russe de 1892 et l'entente anglo-française de 1904, la Russie et la Grande-Bretagne mettent fin à leurs différends coloniaux. Ainsi, les 3 pays forment la Triple Entente. La course aux armements navals entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne à partir de 1897 contribue à augmenter les tensions en Europe. L'assassinat de François Ferdinand, déclenché par des nationalistes serbes, va déclencher la plus grande conflagration que l'histoire ait connue jusqu'alors.
Vienne souhaite se servir de l'assassinat de l'héritier du trône pour en finir avec la Serbie. Pour cela, l'Autriche-Hongrie reçoit le soutien de l'Allemagne et lance un ultimatum à Belgrade. Après l'ultimatum autrichien à la Serbie, la Russie décide d'appuyer Belgrade. 4 jours après le rejet de l'ultimatum, la Russie décrète la mobilisation partielle. En application du plan Schlieffen, l'Allemagne demande à passer par la Belgique et déclare la guerre à la France. Istanbul est neutre au début de la guerre, mais certains membres du gouvernement entendent profiter de la guerre qui a éclaté en Europe pour reprendre les territoires perdus depuis 1878. Depuis février 1915, les sous-marins allemands ont reçu l'ordre d'attaquer les cargos qui arrivent en Angleterre. Le 7 mai, le sous-marin U-20 coule un paquebot, le Lusitania, entraînant la mort de plus de 1000 personnes. Entré en guerre en août 1914, le Japon entend surtout profiter du conflit pour imposer son contrôle sur la Chine. Le 17 mai 1915, Tokyo transmet un ultimatum en 21 points au gouvernement chinois. La flotte britannique a la supériorité des mers. Elle impose le blocus des côtes allemandes, privant l'Allemagne de ses importations. En 4 ans, ce blocus provoque un ralentissement de l'industrie allemande et une raréfaction des denrées alimentaires. Théoriquement alliée à l'Allemagne, l'Italie se déclare neutre en août 1914. Mais un mouvement en faveur de l'entrée en guerre des Italiens aux côtés des Alliés se développe et aboutit à la déclaration de guerre de mai 1915. Une partie des socialistes européens se retrouve à Zimmerwald, en Suisse, afin de trouver une position commune pour arrêter la guerre. Conforté par les succès de l'armée russe lors de l'offensive Broussilov et par les promesses des Alliés, la Roumanie décide d'entrer dans le conflit aux côtés de l'Entente. Mais la réaction de l'armée allemande provoque l'anéantissement de l'armée roumaine en quelques semaines. L'aile gauche du Parti social-démocrate allemand se détache de la majorité et refuse de cautionner la guerre. Sous l'impulsion de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, ils forment la Ligue spartakiste qui manifeste contre la continuation de la guerre. La stratégie de Joffre, qui commande les forces françaises depuis août 1914, ne satisfait plus le gouvernement. Aussi, le généralissime est démis de ses fonctions et est remplacé par le jeune vainqueur de Verdun, le général Nivelle. Barbus, soldat sur le front, commence à publier à partir de 1915 un roman très autobiographique sur les conditions de la vie dans les tranchées. En 1916, son œuvre obtient le prix Goncourt. Sous l'influence d'un officier britannique, le colonel Lawrence, les tribus du Negev se révoltent contre l'autorité ottomane et établissent leur souveraineté sur une partie de l'Arabie. Après un règne de plus de 60 ans, le vieil empereur François-Joseph meurt. Son successeur Charles Ier hérite d'un pays en guerre et aux prises à des difficultés économiques et sociales très graves. À partir de 1916, la guerre aérienne devient plus intense. Des pilotes sortent du lot, ce sont les As. Lorsque Guynemer abat sa 30e victime, il est l'as le plus célèbre de l'aviation militaire française. Les États-Unis sont restés en dehors du conflit, mais le déclenchement par l'Allemagne de la guerre sous-marine à outrance oblige le président Wilson à entrer en guerre aux côtés des Alliés pour protéger la liberté des mers et la démocratie. Les échecs de l'année 1916 et la conduite de la guerre du libéral Lord Asquith ne sont plus appréciés par le Parlement. S'appuyant sur une partie des conservateurs, le dynamique Lloyd George forme un gouvernement de guerre. La situation sociale et économique de la Russie se détériore durant le conflit. Les gouvernements en place ne parviennent pas à trouver des solutions nécessaires à une bonne conduite du pays. Lorsque Saint-Pétersbourg se révolte, Nicolas II est renversé et un gouvernement provisoire est formé. Dégoûtés par l'échec sanglant du chemin des dames, une partie des régiments français se mutine. Ils exigent une meilleure considération, des permissions et une réforme de l'intendance. L'arrivée des premiers soldats américains est ressentie par les combattants et par les civils comme une aide précieuse. Mais il faut encore de longs mois pour que les volontaires fraîchement débarqués de leurs navires soient capables de combattre dans les tranchées. Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Lloyd George, signe une déclaration donnant le soutien de la couronne pour la formation d'un foyer national juif. En place depuis le premier jour de la guerre, le chancelier Bethmann Hollweg n'est plus capable de rassembler les députés allemands sur la conduite de la guerre.
Hindenburg et Ludendorff le contraignent à la démission. Débordé par la droite qui veut établir une dictature et par les bolcheviks qui veulent le pouvoir aux soviets, le gouvernement provisoire ne parvient pas à stabiliser la Russie. Lénine lance alors l'insurrection qui aboutit à la victoire des bolcheviks. Après l'échec de l'offensive Nivelle, les gouvernements se succèdent sans trouver de majorité. Poincaré fait alors appel à son vieil ennemi Georges Clemenceau, qui forme un gouvernement de combat. Le Tigre devient le père la victoire. L'exécution de Mata Hari est restée célèbre et symbolise à elle seule les craintes des deux camps face aux menaces d'espionnage. Le président américain Wilson, dans une déclaration devant le Congrès, définit les contours de la paix future. Ces 14 points vont devenir la base de réflexion de la paix de Versailles. En plus de la guerre sous-marine, les Allemands entament dès 1917 des raids de bombardement contre la capitale anglaise, afin de démoraliser les Britanniques. Prouesse technique, ces attaques ne donnent pas de résultats importants. La Russie soviétique est contrainte, face aux événements intérieurs et extérieurs, de signer la paix avec l'Allemagne impériale. Pour Berlin, c'est la possibilité de transférer des troupes sur le front occidental pour gagner la guerre avant l'arrivée sur le front des divisions américaines. Face à la crise provoquée par l'offensive allemande de la Somme contre les troupes britanniques, les Alliés s'entendent pour nommer un commandant unique pour l'ensemble du front. C'est Foch qui est choisi pour son autorité et son dynamisme. Manfred von Richthofen est le plus grand as de la guerre. Il est abattu en combat aérien au-dessus des lignes. Tous les aviateurs lui rendent hommage. Voyant que les divisions allemandes ne peuvent résister aux offensives alliées, le gouvernement allemand propose une possibilité d'armistice. Mais les Alliés refusent, car les propositions allemandes ne retiennent pas les 14 points. En 1917, les ouvrières de Paris se mettent en grève pour demander des améliorations salariales, car le coût de la vie a augmenté de manière importante durant les premières années de la guerre. Devant la défaite de l'armée, Ludendorff quitte son poste. Max de Bade, proche de Guillaume II, favorable à la négociation, est nommé chancelier, avec pour mission de trouver des accords d'armistice avec les Alliés. Après la mutinerie de la flotte allemande et les mouvements de grève qui se déclenchent dans le pays, Guillaume II abdique et s'enfuit. Max de Bade passe alors le pouvoir à Hébert qui proclame la République. La République allemande envoie une délégation afin de signer un armistice. Ce dernier est signé à Rotonde et entre en effet le 11 novembre à 11 h. 4 ans de guerre horrible s'achèvent. Les pays de l'entente envoient des délégations à Paris pour préparer les textes qui doivent sceller la paix en Europe. Le président Wilson lui-même quitte les États-Unis pour y être présent. Après 4 années de guerre et des mois de discussions, les Allemands et les Alliés signent la paix de Versailles. Mais déjà certains dénoncent cette paix trop dure pour la nouvelle République allemande. Lorsque Hindenburg et Ludendorff prennent la direction de la politique de guerre allemande, ils décident d'imposer un vaste plan de production militaire, fondé sur les besoins et non sur les capacités de l'industrie allemande. 4 années de guerre ont provoqué un immense déchirement dans l'Europe. De nouveaux pays se sont créés sur les débris des empires qui ont été battus.